Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop déprimés de laisser l'été derrière vous. Peut-être avez-vous eu la chance de passer d'agréables vacances et que maintenant vous êtes au top de la forme pour cette rentrée. C'est aussi la reprise pour moi, alors bienvenue dans C'est quoi ton jeu, le podcast qui explore la thématique du jeu. Mais alors, c'est quoi ton jeu? Le podcast CQTJ est une émission bimensuelle qui vous raconte une expérience marquante vécue autour de la thématique du jeu, un souvenir inoubliable sur un jeu vidéo, une soirée épique autour d'un jeu de rôle, des fous rires sur un jeu de société, une passion pour les jeux de cartes ou la peur de votre vie dans les escape games, peu importe le style, du moment que cet instant vous a marqué, ça serait une belle histoire à partager. Et pour chaque épisode, ce n'est pas moi, mais un invité que je reçois qui va nous partager son histoire. Si vous n'avez pas suivi les épisodes de la saison 1, je vous invite à aller écouter les histoires des invités que j'ai reçus, comme par exemple celle de Patrick Béja, Player Caro, Fred Zolf et bien d'autres. Plongeons-nous dans l'épisode du jour, dans cette émission de reprise, l'épisode numéro 13. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est l'histoire de quelqu'un de posé, comme il le dit lui-même, pépouze et adorateur de fromage, mais surtout streamer et maître de jeu du jeu de rôle Table Quest d'Alpha. Aujourd'hui, c'est Lincus que je Salut, oui, Lincus, y a pas de souci, tu peux choisir à ta guise. Maintenant, je ne fais plus trop la chasse à ça. Non, mais c'est vrai qu'on a des préférences. Moi, j'aime pas trop quand on écorche les pseudos. Donc. Toi, tu préfères quoi? Tu préfères Lincus ou Lincus? Qu'est-ce qui sonne le mieux pour toi? La première fois que je l'ai lu Lincus. Ah, bah voilà. Après. Bien joué, c'est l'original. Bon, bah, ça va alors. Je m'en sors plutôt bien. Maintenant, je laisse faire, parce qu'en vrai, je trouve ça marrant qu'il y ait les deux. C'est très drôle. C'est vrai, et du coup, quand j'ai entendu qu'on t'appelait Lincus, je me suis dit, c'est bizarre, mais en fait, on s'y fait aussi. Donc. Alors, c'est très souvent les gens du Sud qui disent Lincus, j'ai remarqué. Je commence à faire un espèce de panel de gens qui disent Lincus, et c'est très souvent des gens du Sud. Ah, tu vas mener des stats comme ça va être sympa. C'est ça. Donc alors, merci beaucoup d'inaugurer la saison 2, que j'espère aussi sympa que la première. Avec plaisir. C'est une tradition que j'ai fait dans la saison précédente. Je demande toujours à mon invité, le jeu et toi, comment la rencontre s'est faite, d'une manière générale. Alors tu parles du jeu vidéo en général ou du jeu... Comment le jeu est arrivé dans ta vie, en fait, jeu vidéo ou jeu de cartes, ou peu importe, le jeu dans sa thématique globale. Alors le jeu vidéo dans ma vie, c'est arrivé sous la forme d'une... alors c'était, comment ça s'appelle ? Une Master System 2, Ouais, je crois. D'accord, de Sega, ouais. Et il y avait de Sega, et il y avait Alex Kidd dessus, de base. Ah oui. Quand tu lances aucun jeu, juste la console à vide, il te lance Alex Kidd. Faut savoir que mon prénom c'est Alex, c'est vraiment Alex, pas Alexis ni Alexandre, mais c'est vraiment Alex. D'accord. Et mon père m'avait fait croire que c'était un jeu exprès pour moi, tu vois, parce que ça s'appelle Alex Kidd. Et donc j'ai cru pendant des années, mais mais voilà, c'est rentré comme ça. Puis après c'est rentré avec des jeux comme voilà, les traditionnels Crash Bandicoot, tous ces jeux-là, les Tekken et tout sur PlayStation. Et très très vite la Game Boy est arrivée. Ouais. Avec évidemment Pokémon, les Zelda et tous ces jeux-là, tu vois, tous les jeux Nintendo. D'accord. Et un jeu qui a bercé mon enfance sur cette plateforme-là, c'était Bomberman, que je surkiffais de ouf quand j'étais gosse. C'est toujours super plaisant à jouer en plus, quoi. Ouais, mais ça fait partie des jeux, ce que j'appelle alors des jeux toilettes, c'est-à-dire que c'est des jeux sur lesquels tu t'assois sur tes chiottes et tu peux rester 1500 ans à jouer sans te rendre compte que tu viens de passer voilà, du temps innombrable à juste jouer et pas faire ce que tu dois faire normalement dans ce lieu. Je suis totalement d'accord avec ça, quoi. Donc ouais, c'était un peu ça, mais c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le monde du jeu vidéo et dans le monde du jeu plus globalement, si on parle un peu de jeu de rôle, c'était fin lycée, où il y a pas une très bonne expérience du jeu de rôle, et après j'y suis retourné en licence pro avec des potes et on a fait des campagnes de Warhammer pendant des années et des années, et on y joue encore un peu d'ailleurs en ce moment. Ouais. Donc mais il y a là au moment où on recorde, le week-end dernier, j'ai fait encore un épisode d'une campagne qu'on a commencé il y a 8 ans, quoi. Ah, c'est extraordinaire. Et donc ça, oui, c'est très très cool, mais ouais, voilà un peu globalement comment je suis rentré dans le monde du jeu vidéo et du jeu, plutôt jeu de rôle. D'accord. Du coup, j'imagine que tu as aussi une passion relative pour le RPG, plutôt en jeu vidéo console. Alors oui, le RPG, c'était... alors j'ai essayé de retrouver pour l'émission le premier RPG que j'avais joué. Je crois que c'était Wild Arms. Alors oui, c'est ça, c'est Wild Arms sur PlayStation, et c'était la grande période des jeux DivX. Ouais. On avait tous un pote qui avait une PlayStation pucée, etc. Et le jour où j'ai eu, le privilège d'avoir ça, une puce, j'ai joué à Wild Arms, et je crois que c'est le premier RPG auquel j'ai joué. D'accord. Tu sais, j'ai vraiment passé du temps sur le jeu. J'avais la version anglaise, je crois, donc j'étais un peu en mode avec un dictionnaire à côté de traduction, parce que je parlais pas anglais, j'étais gamin, tu vois. Et finalement, tu auras plus appris l'anglais comme ça que par tes profs à l'époque, donc. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça, ouais. Mais ouais, c'était Wild Arms, je crois, le premier RPG que j'ai fait vraiment à donf. Ouais. Puis après, bon, les classiques Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, que je t'avais évoqué quand tu m'avais posé la question Tout à aussi. fait. Qui est le premier RPG que j'ai fini, pour le coup, ça je m'en souviens très très bien.
Genre vraiment, je peux te dire quel moment de la journée, quel jour, où j'étais. C'est un souvenir impérissable. Ah. Final Fantasy 9 qui était le premier que j'avais fini. Après, c'était beaucoup les RPG, effectivement, à tous les BioWare et tout. Mais bien, ça, c'était bien plus tard. Hein. Pour le coup, c'était bien plus tard. Justement, la transition est toute trouvée avec BioWare, puisque le jeu que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui est Dragon Age Origins. Le premier, j'imagine, celui avec lequel tu as découvert la franchise. Ouais, bah oui, Dragon Age Origins, c'est le premier des 3, parce que t'as le 2 et le Inquisition. C'est ça. Le 4 a été annoncé, donc j'espère qu'un jour on va y arriver. Mais ouais, Dragon Age Origins, c'est un jeu qui, encore à l'heure actuelle, je l'ai fait en stream il n'y a pas si longtemps, et un jeu avec une écriture incroyable, genre une profondeur de scénario qui est dingue, qui peut en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait partie de ces RPG sur lesquels tu peux pas t'en foutre de l'histoire, mais on va dire mettre un intérêt très minime et quand même kiffer le jeu et y jouer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu de RPG avec un peu de tactique et tout quand même, voilà, une histoire somme toute où tu vois qu'il y a un dragon, qu'il faut aller le tuer et basta, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu commences à t'approcher un peu du scénar, à bien lire un peu tout, ou à vraiment faire attention aux choix que tu fais, en fait, que déjà quand tu te rends compte que les choix que tu fais en termes de choix dans l'équipe, de choix dans les équipements, de choix d'interaction dans les réponses et tout, ont un vrai impact sur le scénario, mais un impact vraiment conséquent sur le scénario. Ouais. Là, ça prend une autre dimension, tu vois. T'as l'impression que... Moi, j'ai toujours ce souvenir de me dire, en fait, ouais, les personnages sont vivants, quoi. Il y a un vrai côté organique... Enfin, je sais pas, il y a un vrai truc, tu vois. J'ai des souvenirs impérissables pareil sur ce jeu où, en fait, je me rends compte de la conséquence de mes actes dans le jeu. Ouais. Et je crois que ça doit être peut-être même parmi les premiers jeux que j'ai recommencé beaucoup de fois. Je suis sûr d'avoir fait au moins 200 heures de jeu dessus facilement, quoi. Genre vraiment... Parce que pour le coup, à vouloir essayer une autre race avec un autre combo de classes... Ouais, c'est ça. Après, ça a des incidences aussi sur le reste, mais ce qui est très très impactant, c'est le début de l'histoire où maintenant tous mes premiers personnages de Dragon Age, quand je peux, enfin dans l'Inquisition et dans le 1, mon premier choix a été un elfe dalassien, donc c'est les elfes des bois, quoi, hein, globalement. D'accord. En mode guerrier 2 armes. Déjà, je trouvais ça trop stylé que tu puisses faire un guerrier à 2 armes, vraiment, tu vois, je me suis dit, ok, ça c'est trop bien. D'accord. Et donc j'ai toujours fait ça, enfin dans la mesure du possible. Et en fait, le début du jeu, selon la race que tu prends, le sexe, etc., et entre guillemets la sous-classe, ouais, c'est un peu ça. Ouais. T'as un début complètement différent. Tu vois, par exemple, l'elfe dalassien, tu vas commencer dans les bois avec ta tribu, et il va y avoir un début différent, et jusqu'à temps que tu rencontres un personnage qui est important dans l'histoire et qui te mette sur la quête des gardes des ombres, qui sont les entre guillemets les personnes qui peuvent tuer la menace principale du jeu, qui est l'archidémon. Ouais. Et en fait, ce gars-là, qui s'appelle Duncan, il apparaît qu'importe la race ou l'histoire que tu prends, mais toujours à des moments différents, tu vois. D'accord. Donc l'elfe dalassien, lui, en fait, tu commences dans les bois, et je crois que Duncan, de mémoire, il apparaît quand il vient chercher justement des guerriers à recruter, juste après que en gros tu viennes d'aller tuer des loups-garous qui traînent dans les bois, enfin bref. À l'inverse, si tu prends l'humain noble, lui, il commence dans un château, enfin en mode famille, plutôt côté politique ou des intrigues où tu te fais un peu trahir, je crois de mémoire, où il y a ta sœur qui se fait manipuler ou tuer. Je crois qu'il y a une grosse attaque sur ton château. Ouais. Et tu commences dès le début avec un chien, qui est vraiment un personnage. Enfin, il est pas super important, mais c'est un personnage que tu peux avoir. Et d'ailleurs, il y a des modes très cool qui te permettent de l'avoir en 5e perso, parce que tu peux avoir que 4 persos dans le jeu. Okay. Mais là, tu commences direct avec ce personnage-là en plus, tu vois, qui est un personnage que tu rencontres normalement avec les autres races et les autres choix du début. On va dire dans les 15 premières heures de jeu après, quoi. Et rien que ça donne une profondeur de ouf, parce que pareil pour les nains, parce qu'ils marchent par caste, je crois, les nains. Ouais. Si tu commences par ça, c'est plutôt une intrigue politique que tu vas avoir, avec un tournoi, etc. Alors que si tu prends les nains, les roturiers qui sont dans la cité basse, et donc eux ils sont plus côté criminel, tu commences dans un gang et tu dois un peu t'en sortir, et tu arrives au tournoi par un autre chemin, qui est le chemin un peu de l'embrouille, où tu prends l'armure d'un autre nain et tu fais le concours, tu vois. Ah, c'est vachement bien, parce que chaque choix de personnage que tu fais a un lore qui lui est spécifique, et comme tu dis... Ouais, exactement. Indirectement, ça influe sur le suite de ton aventure, parce que un personnage qui a perdu toute sa famille dès le début, comparé à un personnage qui lui s'est fait exiler, tu vas pas avoir les mêmes réactions par rapport à certains PNJ, certaines races, tu vois, que quand ils vont te parler de certains trucs. Tu vois, par exemple, quand tu prends un nain roturier, en fait, ça se voit sur leur gueule, ils ont un tatouage sur leur visage marqué comme étant des parias. Donc en fait, quand tu vas parler à des gens dans la ville, ils vont te dire ouais, casse-toi de là. Dans la ville des nains, ils vont te dire c'est bon, t'es un clodo, quoi, tu fais partie de la caste inférieure. Ouais, t'es catalogué. Alors que quand tu sors à l'extérieur, les nains qui sont à l'extérieur sont un peu pas rejeté, mais c'est un peu une autre caste, tu vois, c'est autre chose. Et quand ils vont voir que t'as ça, ils vont se dire ah bah c'est parce que t'as un clodo que t'es parti, tu vois. Alors que si t'avais pris le noble, ils vont avoir une autre réaction. Ça va te débloquer parfois des quêtes, parfois des objets, des prix différents des fois aussi. C'est excellent. Et ça, c'est un jeu qui date, Dragon Age Origins, et il est pas... Il est sorti en 2008, en 2009, en novembre 2009. Et tu vois, t'as plus trop cette profondeur dans les autres. Inquisition, un peu moins. Dragon Age 2, j'ai très peu de souvenirs du jeu, donc ça serait difficile d'en parler. Mais tu vois, en fait, ce qui est cool, par contre,
c'est qu'ils ont gardé cette histoire de choix impactant dans Dragon Age Inquisition. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux encore, d'ailleurs, il me semble, via un site, refaire toute la chronologie de tous les choix possibles des 2 premiers jeux et te créer une sauvegarde en fait par rapport à tous ces choix et commencer le dernier, donc Inquisition, avec tous les choix que tu aurais fait dans le 1 et dans le 2 cumulés en fait. Et ça, c'est trop bien. Ah, c'est bien, ça évite de tout refaire. D'une, ça évite de tout refaire, et de 2, tu commences vraiment le jeu avec tes choix des 2 autres jeux précédents. C'est-à-dire que dans le 3, t'as des références à ton personnage, vraiment le tien. Ouais. Genre moi, dans ma sauvegarde que j'avais générée pour Dragon Age Inquisition, j'avais vraiment mon elfe, Dalassien, garde des ombres, qui était encore vivant parce qu'à la fin, il s'était pas sacrifié pour tuer l'archidémon, tu vois, il avait fait autre chose, tu vois. Ouais. Vers la fin du jeu, quand tu commences à sentir dans tout bon RPG que t'approches du boss de fin, on le sent en ce moment, tu vois, tous les PNJ viennent te parler en mode un peu discours de fin, on sent qu'il y a un truc, bref. Ouais. Et en fait, là, à la fin, il y a un personnage qui s'appelle Morrigan, qui est une sorcière qui est charismatique fois 1000, qui est un de mes personnages préférés de Dragon Age, qui, en fait, selon si tu as établi un peu une romance ou une amitié avec elle, en fait, elle va te proposer plusieurs choix, dont un qui est de coucher avec elle pour potentiellement faire un enfant, qui, en fait, va recevoir l'âme de l'archidémon. Parce qu'en gros, l'archidémon, si c'est un garde des ombres qui le tue, en fait, l'âme de l'archidémon va dans le garde des ombres le plus proche, ou, et ça, on te le révèle que si tu as fait les bons choix, en vérité, ou dans l'âme, dans un fœtus, quoi, un truc le plus pur qu'il y a, parce qu'il n'y a rien, tu vois. Tu ne peux ne pas mourir et donc avoir des références à ton perso dans le 3 que si t'as fait ce choix là, tu vois. Et ça, je trouve ça légendaire, tu vois, parce que c'est vraiment parce que moi, c'est un chemin que j'ai ma première partie, j'ai joué comme si j'étais le personnage, tu vois. C'est vraiment plus un peu Linkus dans la peau de l'elfe, tu vois, et qui fait des choix, tu vois. Donc c'était vraiment une aventure qui m'a marqué, tu vois. La première partie que j'ai fait, je me souviens exactement quasiment de tous mes choix et tout, tu vois. Et les DLC qui sont sortis après, que j'ai refait, ils sont dans Dragon Age Origins, ils sont vraiment vraiment cool. Genre ça, c'est vraiment des DLC qui ajoutent beaucoup de choses à l'histoire, un peu de profondeur. Le lore du jeu est incroyable. Il y a un jeu de rôle d'ailleurs, Dragon Age, vraiment qui est ouf. J'ai jamais eu l'occasion de pratiquer en tant que maître de jeu. J'ai fait une partie en tant que joueur et le bouquin est superbe. Si jamais vous aimez les jeux de rôle et que vous êtes un peu comme moi à découvrir sur le tard, parce que moi j'étais beaucoup PDF, mais maintenant je commence via TableQuest d'ailleurs à avoir beaucoup de livres et tout, de bouquins de Dragon Age, et un bouquin qui est magnifique. Tu es vraiment en raccord avec les questions que j'allais te poser, puisque j'allais te poser des questions en rapport avec les DLC, à savoir s'ils apportaient vraiment quelque chose, parce que moi je suis quand même fan de RPG à la base. Par contre, Dragon Age, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc là, tu vois, je bois un peu tes paroles depuis tout à l'heure. Ah bah franchement, Dragon Age Origins, c'est un jeu que tu peux refaire maintenant. Alors, il a, entre guillemets, au niveau du texte, des interactions et tout, il a pas mal vieilli. Au niveau du gameplay, ça va, en vérité. Les graphismes, bon, c'est des graphismes de 2009, mais il y a pire. Le jeu est je pense, un indispensable pour tout fan de RPG, parce que vraiment, l'histoire est top, les personnages sont vraiment, vraiment bien écrits pour la plupart. Et les DLC apportent vraiment quelque chose, parce que, en fait, il y a des DLC que tu peux faire pendant la partie, avant que tu aies fini le jeu. C'est un peu bizarre d'avoir fait ça, mais en fait, il y a des DLC, tu peux complètement passer à côté si tu fais l'histoire et que tu sais pas qui sont là, en fait. Ouais, d'accord, C'est vraiment des trucs qui peuvent être optionnels et se greffer à l'histoire. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. Et bon, après, ils ont fait quelque chose qui est très moralement discutable, même qui est vraiment de la merde. C'est pour Dragon Age Inquisition, en fait, la vraie fin du jeu. Elle est dans un DLC. Elle était dans un DLC, et ça, j'ai trouvé ça très, très naze de faire ça. Mais t'as pas ça dans Dragon Age Origins. C'est-à-dire que tu peux juste faire le jeu de base sans les DLC, et tu vas passer un moment de ouf, avec une rejouabilité assez folle. Ou tu te prends les DLC, parce que maintenant le jeu coûte que dalle, hein. Dragon Age Origins sur PC, c'est peanuts. Ouais, c'est clair. Et en fait, les DLC, tu peux les faire pendant la partie. Il y a certains items dans certains DLC qui sont vraiment broken quand tu le sais, et si tu tombes dessus par hasard, bah tant mieux en fait, hein. Tu vois, en vrai, bah t'as réussi un truc, cette récompense est go. Mais en fait, ça t'apporte aussi des personnages, tu vois, que t'aurais jamais eu pour la fin du jeu. Moi, par exemple, il y a un DLC où tu rencontres un golem un peu particulier, et en fait tu apprends à le connaître, et lui, ce golem, il a l'air d'être conscient de sa condition de golem et tout se passe bien. Il a un humour incroyable, avec des blagues sur les oiseaux. Il déteste les oiseaux, genre il tue des poules dans chaque truc et tout, c'est un enfer. D'accord. Et en fait, ce perso, tu vois, c'est un DLC, et à la fin du jeu, j'avais jamais eu la fin du jeu avec ce personnage-là, tu vois. Ça te débloque plein de trucs, t'as tout un pan de l'histoire avec ce personnage-là sur la mythologie, enfin sur les nains, etc., le processus pour les faire, les golems. Et en fait, pareil, t'as un moment du jeu où tu rencontres un forgeron légendaire, et ça, c'est pas dans le DLC, tu vois, qui permet de te donner un choix moral. Est-ce que tu crées des golems à la chaîne et tu t'en fous de la moralité de tuer des nains, en fait, hein, parce qu'en gros, tu sacrifies des nains comme matière première pour en faire des armes. Ou est-ce qu'au contraire, bah, on détruit l'enclume, ou on la donne à des gens peut-être qui sauront pas s'en servir, ou de manière un peu mauvaise. Et ça, tu peux le faire dans le jeu de base. Mais si tu viens avec ce personnage-là du DLC, tu t'aperçois de plein de trucs, parce que ce personnage-là connaît le forgeron légendaire. Tu te rends compte que le personnage avec qui tu parles, déjà, c'est une femme, et tu le savais pas en fait que c'était une naine, tu vois, depuis le début. Et pareil, bah en fait, tu te rends compte que c'est sa protégée ou son élève, tu sais pas trop.
tu te dis putain, mais en fait, tout ce pan de l'histoire, il est rajouté et ça te donne un contenu qui est dingue, tu vois. Je trouve la véritable force en fait de ce jeu à travers tes mots, c'est en fait le développement, mais à l'extrême, sur chaque personnage que tu peux incarner. Et même au-delà de ça, comme c'est le même scénariste qui a fait les 3 jeux, David Gaider, c'est lui aussi qui a écrit, je crois, 3 des 5 romans qui sont sortis. Ah, c'est possible, ouais. Donc tout le côté un petit peu cross-média lié à Dragon Age, avec du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, le jeu de rôle qui est sorti, qui a été traduit en français via du crowdfunding, je crois. Il y a des romans, enfin il y a plein de trucs qui gravitent autour de Dragon Age, donc si t'es intéressé par le lore, en fait, on peut vraiment s'en donner à cœur joie, quoi. Et surtout, parce que je trouve dingue dans le premier, c'est que t'as tellement de choix en fait. T'as tellement de choix qui sont pas forcément, entre guillemets, visibles au premier abord, mais quand tu les fais, en fait, moi, il y a plein de fois où je me suis retrouvé dans le jeu à me dire, tiens, si je fais ça, il se passe quoi, tu vois. Ouais. Et tu le fais et il se passe un truc. C'est pas en mode, ah, en fait, c'est un petit truc scénaristique et bam, fin du truc. Mais Dragon Age Origins est pour moi l'un des meilleurs jeux quand on veut faire un jeu vidéo en rapport avec du jeu de rôle, tu vois. Ce qui est bien avec Dragon Age, c'est que t'en as pour les gens qui aiment bien un peu min-maxer leur personnage, tu vois, en termes de compétences, de stats et tout. Mais tu peux aussi très bien juste te faire un truc de base et t'en foutre un peu. Et t'en as aussi pour ceux qui aiment bien les combats stratégiques, où tu peux jouer soit en mode direct, donc faire les combats en temps réel, ou soit donner des ordres à tes personnages vraiment à plusieurs coups d'avance, ou alors faire des strats, tu vas dire ok, toi ce personnage là, si par exemple le personnage principal est à moins de 30% de vie, dans ce cas là tu soignes automatiquement, tu vois. Tu peux aussi programmer tout ça, tu vois, dans le jeu, tu vois. Tu peux complètement faire le jeu sans en avoir quelque chose à faire de cette phase là, tu vois. T'as un peu ce sentiment-là avec Mass Effect 2 à l'époque, qui est aussi un jeu BioWare. Enfin, j'ai trouvé vraiment encore, tu vois, cette plume, cette vibes de choix, d'histoire, de conséquences et de plein de façons de jouer différentes que j'ai moins retrouvé après. Mais pour le coup, oui, Dragon Age Origins, je trouve, c'est si vous aimez le jeu de rôle et les RPG et tout et que vous l'avez jamais fait, foncez parce que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Après, il faut faire attention un peu maintenant, lui, les graphismes, effectivement. Mais en vérité, ça passe largement. Ah, tu vois, récemment, moi, sur GOG, là, je me suis refait les Baldur's Gate 2. Ah ouais. Et justement, tu vois, l'aventure Table Quest m'a donné envie de me refaire Baldur's Gate 2, quoi, tu vois. Eh ben, c'est qu'on a fait un bon taf. Justement, la transition est toute trouvée. J'ai parlé de Table Quest où tu as officié en tant que maître de jeu. Table Quest, pour rappel, c'est un jeu de rôle. Bah non, je vais plutôt te laisser te présenter le projet. C'est peut-être plus simple. Table Quest, ouais, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un projet à l'initiative d'AlphaCast, qui est un streamer sur Twitch, qui voulait faire du jeu de rôle et qui voulait en gros faire le préquel de Baldur's Gate 3, qui est toujours pas sorti d'ailleurs. Et en gros, l'objectif, c'est que le jour où le jeu sort de l'Early Access, qu'on finisse la campagne Descent into Avernus, qui est une campagne de Wizard of the Coast, donc de Donjons et Dragons. Et c'est un actual play. Ce qu'on appelle un actual play, c'est des parties donc filmées avec ou non des interactions avec un public. Donc des parties soit sur YouTube en contenu froid, soit sur Twitch avec des interactions. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est des interactions avec le chat, avec des votes qui permettent de diriger le scénario sur différentes branches auxquelles j'ai pensé. Ouais, c'est très bien. Mais en gros, voilà, c'est une émission de jeu de rôle, Donjons et Dragons, 5e édition, sur la campagne Descent into Avernus. Ouais. Avec AlphaCast, Joueur du Grenier, il y a Avamind, Trauma, Eventis, il y a eu Magla aussi, en personnage important. Et j'oublie toujours des gens, et à chaque fois, je me fais huer. Sur le live, il y avait Zerator, il y avait... Alors Zerator, c'était pour le final de la saison 1 qu'on a fait au Grand Rex. C'est ça. Ah bah il y a Alpha, oui, évidemment, il y a Alpha, mais ça me paraissait évident, mais oui, il y a Alpha. On a eu la chance et j'ai eu l'immense honneur et privilège de faire une partie de jeu de rôle pour le final de la saison 1 au Grand Rex. C'était insane, c'était vraiment ouf. Ah, vous avez bien dû rigoler quand même, quoi. Ouais, mais c'était en vrai, j'adorerais en refaire. Bah, non, pour la saison 2, on va essayer de refaire un final dans une salle. Ouais. Maintenant que je sais à quoi m'attendre, je vais pouvoir beaucoup plus penser les choses parce que c'était un peu. C'est passé très très vite, j'ai pas eu trop le temps de profiter non plus du moment. J'en profite en regardant les VOD parce qu'en fait, j'ai très peu de souvenirs de moi sur la scène, c'est très bizarre, mais je l'ai un peu en mode vécu à l'extérieur de mon corps, ce truc. Quand t'es immergé dans ça, et en plus que t'es pressé par le temps, et je comprends que t'es... C'était vraiment cool, et effectivement, il y avait Zerator et Mister MV en invité. Tout à fait. On avait Magla qui était revenu aussi pour l'occasion, et il y avait aussi un narrateur, il y avait Féodor Atkin qui fait plein de voix extrêmement connues pour l'univers de Disney, il fait Jafar notamment. Je crois que c'est lui qui fait Doctor House aussi, il y a un personnage dans Seigneur des Anneaux que j'ai oublié. Enfin bref, il fait plein de voix de plein de personnages, qui est en fait le narrateur, donc la personne qui parfois raconte un peu des petits cartons vidéo qu'on fait avec une DA particulière et tout. Voilà, globalement Table Quest, et c'était en 6 épisodes je crois, on a fait 6 ou 7 épisodes. Et là, la prochaine saison reprend en septembre, normalement, avec un épisode par mois, si possible, peut-être 2, mais on attend des informations de 2-3 personnes pour voir si c'est possible ou non. Dans le monde de Baldur's, les Royaumes oubliés, Baldur's Gate, etc. Donc, je vous conseille, si jamais c'est encore le temps de rattraper votre retard, si ça sort en septembre, vous avez peut-être le temps de le rattraper. Clairement. Puis en plus, même si vous êtes novice dans le jeu de rôle, c'est extrêmement bien calibré pour les gens qui débutent, même pour les gens qui connaissent.
Enfin, moi, je sais que j'ai passé vraiment un super bon moment à regarder les replays de ça. Ah, merci. Ah non, mais franchement, c'est génial, quoi. En vrai, c'était le but de faire un truc à la fois pour les fans, comme on dit, de RPG qui veulent juste l'histoire, et en plus, quand t'es dans le chat, t'as une interaction, donc tu choisis vraiment des moments importants. Ouais. Enfin, tu vois, je pense que ça vient aussi tu vois, de Dragon Age, des jeux comme ça avec des choix. Moi, j'adore avoir des choix, tu vois, des choix vraiment où, surtout, on est sur Twitch, donc sur Twitch, c'est quand même très dommage de pas profiter de l'interaction qu'on a avec le chat. C'est clair. Tu vois, de donner ce côté où c'est vraiment la communauté qui fait des choix, alors qui parfois paraissent anodins, mais qui déboulent sur des choses assez huge. Mm-hmm. Et ça, j'aime bien ce côté-là, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire avec Alpha et toute l'équipe, tu vois. Ça vient de là, tu vois, en vrai. J'y pense là maintenant, mais ça vient de tout ce côté des jeux un peu à la Dragon Age et tout, tu vois. Mais très certainement. De toute façon, il y a des influences, ça c'est clair. Et moi, la question que j'avais envie de te poser aussi, c'est qu'est-ce qui t'a redirigé vers le fait d'être maître de jeu? Parce que quand t'es maître de jeu, t'as une responsabilité qui est un peu différente de celui qui va jouer le jeu. Mine de rien, toute la narration tient entre ton esprit et ta préparation. C'est quoi qui t'a donné envie de devenir maître de jeu? Ce qui m'a donné envie d'être maître de jeu, c'est la frustration d'être limité à un seul personnage et de pas pouvoir raconter les histoires des personnages que je voulais incarner. Ah ouais, très bien. Tu vois, ça. de se dire, ok, en fait, je voulais faire du jeu de rôle, j'étais joueur, et les potes à qui je voulais faire le découvrir voulaient jouer aussi, et vu que j'avais déjà une expérience de joueur, je me suis dit, logiquement, c'est moi qui vais être le maître de jeu. Ouais. Et en fait, j'adore raconter des histoires, j'ai une bonne imagination pour plein de choses, et en fait, je me projette assez souvent, tu vois, dans les aventures, dans les trucs, que ce soit dans les jeux, etc. J'arrive souvent à me projeter un peu dedans. Ce qui est cool, c'est que quand je joue un perso en tant que joueur, je profite mieux du moment. Parce que je me dis, ok, le MJ, il a pensé à ça, ok. Et tu vois, je sais que mon perso, je peux le jouer de manière un peu plus large et même un peu plus focus sur certains moments. Mais le fait d'être maître de jeu, ça venait surtout, comme je disais, un peu d'une frustration, c'est peut-être fort, mais de pas pouvoir développer des personnages comme je l'aurais voulu dans certains arcs ou certaines campagnes, tu vois. Et là, maintenant, quand t'es maître de jeu, en fait, je préfère être maître de jeu qui joue avec les joueurs et les personnages des joueurs, et que les joueurs jouent avec mes personnages, tu vois. Ouais. Que j'ai créé. Ouais, je vois complètement. Ouais. Un peu en mode, j'ouvre ma boîte avec mes figurines, mes jeux, machin, mes petits jouets, tu vois, et puis bam, on joue tous ensemble et let's go, tu vois. Ça se ressent dans ta façon de jouer. Enfin, sur Table Quest, ça se ressent, et puis même sur d'autres trucs où tu as pu participer après. J'aime bien ce côté où tu joues avec les joueurs, même si là, j'avoue que pour la saison 2 de Table Quest, le niveau va être un peu plus compliqué. Il va sûrement y avoir des blessés, voire peut-être des personnages morts. Ouais. Du fait que la campagne durcit dans le scénar. Hein. C'est une campagne préécrite, mais que je retravaille beaucoup parce que j'ai envie de la retravailler et que j'ai pas envie de spoil des gens qui voudraient faire aussi leur campagne à leur façon. Bien sûr. Mais ouais, effectivement, j'aime bien ce côté d'être fan des personnages des joueurs, tu vois. De les imaginer dans des scènes et tout, tu vois, et surtout de travailler le lore et le personnage du joueur, tu vois. Par exemple, tu vois, Alpha, il m'a juste dit, tiens, mon personnage Al, qui est un tieflin, tiens, mes parents, ils sont partis à la guerre de tel truc, et puis machin, il connaît pas trop, il a pas une relation ouf avec ses parents, mais s'il va en Averne, tu vois, il savait qu'il allait les rencontrer ou qu'il allait avoir des références, tu vois. Mais il pensait pas que j'allais tourner un peu des arcs narratifs sur ça, tu vois. Ouais. Surprendre les joueurs avec des choses qui t'ont donné un peu comme ça, en 2-2, en backstory, ça j'aime bien, tu vois. Les récompenser d'avoir, entre guillemets, investi du temps et de l'imagination, tu vois. Exactement, d'avoir potassé un petit peu son personnage, mais au moins on retrouve une petite touche assez sympa, il a fait le clin d'œil, je trouve que c'est très chouette. Ouais, c'est cool, ça fait quand même plaisir, je pense aussi, quand tout simplement, tu vois, tu dis, ok, le mec, il a quand même pris le temps de regarder un peu mon perso, et que tes actes, même que ta backstory, ce que t'as pensé avant même de jouer, ait une incidence sur la partie que t'es en train de vivre maintenant, tu vois. Ouais, et ça, je trouve ça trop cool. Ouais, carrément. Ça, je trouve ça trop cool. Et pour le coup, là, on a longuement parlé de Table Quest, mais toi, est-ce que tu as d'autres projets plutôt perso ou qui a un rapport avec le JDR? Perso, oui et non. En gros, là, je suis sur un JDR qui se termine la semaine prochaine au moment où on enregistre ça. D'accord. Qui s'appelle L'Agence et qui est un peu en mode enquête paranormale surnaturelle, avec une petite pointe de Supernatural, la série, mais qui se passe dans Paris et qui se passe sur la chaîne Le Stream, qui est une web TV sur Twitch, où il y a plusieurs streamers et youtubeurs qui sont dedans, comme Jiraya, Shishune, Ted, Sunday et Trixie. Ouais. C'est des enquêteurs qui travaillent dans un truc qui s'appelle L'Agence, et ils enquêtent sur des trucs paranormaux qui se passent dans Paris. Et là, on arrive à la fin de saison, avec des cliffhangers et des révélations sur leurs personnages assez ouf. Et j'ai un projet de JDR qui s'appelle Autre Quête, que j'essaie de faire financer, mais j'ai fait un épisode pilote, et là, manque de temps, mais et voilà. Et sinon, sur mes streams, moi je stream énormément, j'écris pas mal de choses. Ouais. Il y aura un JDR aussi que je fais sur ma chaîne perso. Tu vois, j'ai plein de petits plans comme ça. Il y a les One Quest aussi pour Table Quest, qui sont des one shots dans l'univers de Table Quest qu'on a créé ensemble et qui, en gros, sont canons dans l'univers. Là, par exemple, il y a eu l'épisode, il y a eu un One Quest 2 où Alpha était maître de jeu. C'est moi qui ai écrit le scénar parce qu'à la base, j'aurais dû être joueur, mais manque de temps pour Alpha d'écrire le scénar. J'ai juste écrit le scénar et j'ai pas pu être joueur. Mais tu vois, on fait aussi ce genre de projet. Ouais.
Et puis surtout, Alpha, il était très très bon dans l'exercice. Hein. Il disait que non, mais en vrai, il va pouvoir me remplacer, je pense. Hein. Je suis au chômage, mais. Et c'est chouette, ça permet un peu d'inverser les rôles aussi. Donc, en vrai, il était très très bon dans l'exercice, puis il s'est fait kiffer. Il est comme moi, je pense, tu vois, ça va lui faire plaisir de jouer plein de persos, d'être libre d'être fan. Enfin, je lui ai donné plein de conseils et ça s'est très bien passé, puis il a passé un très bon moment. Mais après, en projet perso autre, autour du jeu de rôle, s'il y a beaucoup de petits contrats qui arrivent et des trucs comme ça, mais sinon, je relance bien sur ma chaîne Twitch, j'ai des projets comme Blabla Quest qui sont en gros des lives où on compile toutes les idées des viewers du Discord, d'items, armes, PNJ, plein de trucs pour les jeux de rôle, et notamment pour Table Quest, des choses qui peuvent arriver dans Table Quest. En gros, ça te fait une sorte de banque de données, de choses peut-être à exploiter, quoi. Ouais, qui est entièrement accessible et gratuite pour tout le monde. On a fait une mise en page avec un beau PDF et tout, etc., avec des bénévoles. Chouette. Donc le tome 1 qui s'appelle Le Grimoire Sauvage est sorti il y a peu de temps. Là, on travaille sur le tome 2, qui pareil, en fait, là, normalement, c'était les 20 premiers épisodes de Blabla Quest en un tome. Là, on va peut-être en faire moins. En faire un tome peut-être plus petit, mais plus conséquent en termes d'illustration, etc., avec des illustratrices et des illustrateurs que je connais. Là, j'ai des projets de vidéos, de live, qui s'appellent Scribe, où on fait des petits scénarios one-shot avec les idées du chat avec des invités. Là, je vais avoir la chance et le privilège d'avoir Maxime Robinet, donc de Globtopus, qui est un Rémois, donc évidemment Cocorico pour moi, qui est Rémois également. Et aussi l'immense privilège d'avoir Bob Lennon pour un autre épisode, donc c'est très très cool. Ouais. Et après, écoutez, on va voir un Table Quest saison 2 surtout, qui arrive, je te dis, en septembre, et ça va être... De toute façon, dès la sortie du podcast, ce sera quelques jours après, on sera très proche, je pense. C'est vrai. Et je bosse aussi en fond de tâche de tout ça sur une campagne que je suis en train d'écrire pour un jeu de rôle qui n'est pas D&D, mais qui est pour un autre éditeur. D'accord. Un jeu de rôle qui a été annoncé il y a pas longtemps, mais je peux pas trop dire. Pas de souci. Pas trop dire pourquoi. En vrai, une campagne qui a déjà plus ou moins été abordée en live. D'accord. Mais voilà, c'est le seul indice que je peux donner, mais c'est un truc qui a déjà plus ou moins été abordé en live et un éditeur m'a offert cette chance-là. Et puis de toute façon, si les gens veulent en savoir un peu plus, ils peuvent te retrouver sur tes réseaux, ton Twitch, Insta, Twitter. Ouais. On mettra tout dans les notes de l'émission, t'inquiète pas. Je suis essentiellement sur Twitter et Twitch, et Insta me sert souvent pour les figurines que je peins en live ou pour dire que je suis en live. Mais en vrai, Twitter est le principal réseau social. Twitch. Et Twitch aussi, ouais. Très bien. Et puis, nous, pour retrouver les infos du podcast, ce sera sur cqtj.fr. On a l'Instagram CQTJ Podcast ou sur mon Twitter, @joels82, JOELSSS82. Puis les autres infos seront dans les notes de l'émission. En tout cas, Linkus, merci d'avoir pris du temps pour le podcast. Merci beaucoup pour l'invite, merci énormément. C'était une occasion cool. Moi, j'aime bien faire des petits podcasts comme ça, discuter, c'est sympa. Donc, merci beaucoup pour l'invite et puis j'ai hâte d'écouter ce podcast. Voilà, du coup, merci à toi et puis bon courage pour la suite et puis à très vite. Merci, à très vite. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le second épisode de la saison 2. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?